511. La France a perdu son roi. Au sud, Théodoric le Grand avance inéluctablement. À l'ouest, l'Empire romain sort peu à peu de sa torpeur. Et au cœur même du pays, la succession va déchirer le pays. Thierry, le fils aîné du défunt roi Clovis, pourra-t-il tenir le flambeau, alors que ses frères ne sont que des enfants, que la menace s'amoncelle à la frontière, et surtout, encore plus important, que la belle-mère est sur son dos. Voici l'histoire des Mérovingiens à l'aube du haut Moyen-Âge. À la mort de Clovis en 511, 35 ans après la déposition du dernier empereur romain d'Occident, la France est bien différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Mais son premier roi a commencé à dessiner les frontières de sa culture. L'Europe est alors divisée entre de nombreux royaumes plus ou moins liés à l'Église catholique et à l'Empire romain d'Orient. Des dynasties naissent un peu partout. En France, c'est la dynastie des Mérovingiens. Avant d'aller plus loin, essayons de comprendre qui ils sont. Le nom de cette dynastie nous vient de l'ancêtre légendaire Mérové, fils du grand Clodion le Chevelu et grand-père de Clovis. Alors, Mérové n'a rien fait de très spécial, mais les gens trouvaient que ça sonnait mieux que les Cloviciens ou les Chevelus du Clodion, et appelleront la première dynastie française les Mérovingiens. Il est vrai que c'est plus attrayant. En attendant, Mérové est plutôt content dans sa tombe, et découvre même qu'on lui trouve des ancêtres troyens, les types qui se sont fait détruire un millénaire et demi plus tôt, par le cheval de bois. En fait, c'était un peu la mode à l'époque de dire qu'on descendait de ces losers, à commencer par les Romains. Donc ça leur permettait aussi de se lier avec les dynasties de l'Empire. Est-ce que c'est vrai ? Tout est possible donc pourquoi pas. En 511, les Mérovingiens ce sont les enfants de Clovis. Thierry, fils de la première femme du vieux roi, et les enfants de Clotilde. Clodomir, qui a survécu au baptême, Childebert et enfin Clotaire, sans compter Ingomar, mort peu après sa naissance. Et n'oublions pas la petite Clotilde. On dira Clotilde la jeune pour éviter les confusions. Clotilde la vieille n'est pas encore si vieille et n'est pas prête de partir de notre histoire. Et c'est l'heure du partage. Oui, parce qu'à l'époque, le territoire est partagé entre les enfants. Pourquoi Thierry récupère la plus grosse part ? Eh bien, c'est mathématique. Les parts reviennent aux enfants au travers de la mère. C'est Thierry qui récupère le plus gros morceau vu qu'il est fils unique. La magie de la tradition, quoi. Thierry récupère le nord-est, dans la logique de son ascendance, et l'Auvergne, on ne sait pas trop pourquoi. Et pendant que ses demi-frères attendent de se faire pousser la barbe, c'est Thierry qui fera sensation dans les premières années. Il est d'ailleurs le seul à avoir participé aux conquêtes de son père. À moins que Clovis ait emmené les autres en litière pour les sortir un peu et soulager la maman. Mais ça, on ne le sait pas. Thierry se retrouve face à son premier test de roi vers 515. Les Danois ont envahi son royaume. Et non, ce ne sont pas les Vikings. Ceux-là n'arriveront pas avant 3 siècles. C'est plutôt leurs ancêtres. Et ils étaient déjà assez lourds. Avec leur roi clocher laïque, ils se sont faufilés à la frontière et ont foutu un sacré bazar. Parfait pour Thierry qui prend sa Francisque, son môme et ses 2-3 potes et se précipite à leur rencontre. Non, tout va bien, on s'en va, disent alors les Danois. Mais les Francs ne sont pas venus pour rien. Tibère, le rejeton du roi franc, plus rapide que le papa, les rattrape alors qu'ils essaient pacifiquement de prendre le large, les combat et tue leur roi. Le prochain test vient du royaume voisin, le royaume des Thuringiens. Mais pour comprendre, faisons un petit plongeon dans le passé, quelques années auparavant. Tout commence à l'heure du dîner, un soir dans ces années-là. Le roi Hermanfrid revient tout content à la maison après une dure journée de labeur et retrouve la moitié de la table couverte. Il s'énerve un bon coup, mais son épouse crie encore plus fort et lui dit « Il convient que celui qui se contente de la moitié d'un royaume ait la moitié de sa table vide. » Et oui, le faible Hermanfrid
n'avait tué qu'un de ses frères et devait donc partager le pays avec son autre frère. Ne désirant pas retrouver sa table à moitié vide, le roi va voir Thierry pour son aide, et ils écrasent ensemble le frangin. En échange de son aide, Thierry pose un pied en Thuringie, et augmente ainsi son influence et celle de son peuple vers l'est. Pendant ce temps, les 3 autres frères francs sont plutôt pépères. On n'entend pas vraiment parler d'eux pendant plus de 10 ans. Ils ont toutefois pas mal d'enfants. Et dans son coin, Clotilde attend, une idée fixe en tête. La Burgondie est son droit légitime, et Gondebaud doit payer. Le souvenir du meurtre de ses parents la ronge inlassablement et elle garde son mal en patience. Elle murmure aux oreilles de ses enfants, cultivant chaque jour la rancœur dans leurs esprits innocents. Puis, Gondebaud meurt en 516, foutant tout cela un peu en l'air. Cependant, rien ne dit que la reine franque n'y a pas joué un rôle, puisqu'on ne sait pas comment le Burgonde a rejoint la tombe. Mais cela n'est que pure spéculation. Bref, cela n'empêche pas que la Burgondie lui revient de droit et qu'on ne peut pas chercher un peu de vengeance chez la nouvelle génération. Laissons donc nos chers francs de côté un instant et penchons-nous de ce côté-là. Le fils de Gondebaud, Sigismond, lui succède sur le trône burgonde. L'évêque Avis de Vienne en profite, prêche la bonne parole au nouveau roi et ce dernier finit par rejoindre la foi catholique et se met à dos les Ariens qui essaient de le faire disparaître. Il sera canonisé et deviendra Saint Sigismond. Pourtant, il en a fait des efforts pour ne pas le devenir. Il se remarie effectivement en 518, après la mort de sa première femme, et, sous l'impulsion de sa nouvelle épouse, il fait étrangler son fils pendant la sieste. La sieste. Faut pas déconner quand même. Et oui, cette dame n'aimait pas trop son beau-fils et convainc Sigismond que le gosse allait essayer de le détrôner. Mais le roi burgonde regrette immédiatement son geste et s'enferme dans un monastère. Donc tout va bien. La tranquillité dont bénéficient les 3 frères francs ne durera pas. Clotilde attend qu'ils grandissent un peu, puis leur rappelle à leur devoir de vengeance. Que je n'ai pas à me repentir, mes très chers enfants, de vous avoir nourris avec tendresse. Soyez, je vous prie, indignés de mon injure, et mettez l'habilité de vos soins à venger la mort de mon père et de ma mère. Dit-elle d'après les écrits de Grégoire de Tours. Rien de mieux pour les réveiller un bon coup. Non mais oh les enfants, faut pas oublier la maman quand même. Personne ne bronche, tout le monde prend son baluchon et direction la Burgondie, pour guerroyer contre Sigismond, dont la fille, soit dit en passant, venait de se marier avec Thierry, l'aîné de la fratrie. Super la famille. Clotilde profite donc du pouvoir qui lui reste. Mais son temps est compté. Le compte à rebours de sa chute a commencé, enclenché par sa propre ambition, poussant le rocher qui se met à dégringoler sur sa destinée, emportant tout sur son passage, et se dirigeant inéluctablement vers la plus grande tragédie que sa famille ait connue, une tragédie qui reléguera les exploits sanguinaires de Clovis au rang d'enfantillage. Ne ratez donc surtout pas le prochain épisode et n'hésitez pas à vous abonner pour aider notre chaîne.